Merci Jean-François de nous céder le microphone et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézil-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va parler finances avec notre ami Pierre-Paul et on va parler de dossiers fort intéressants. Mon cher Pierre-Paul, bonjour. Bonjour, Denis. Pierre-Paul, ce que tu m'as sorti aujourd'hui, c'est particulier. Il y a quelqu'un qui a acheté un véhicule et l'odomètre avait été modifié de 150 000 kilomètres. Pas de 15 ou 20 000 kilomètres, mais 150 000 kilomètres. J'avoue là que je suis un peu impressionné. Ouais, c'est un article de la presse qui nous apprend ça. Puis après ça, il y a tout un espèce de journaliste d'enquête qui s'est fait pour voir comment la personne, après ça, elle a réussi à se faire, elle a réussi à remettre le véhicule, à se faire rembourser parce qu'elle avait beaucoup de réparations à faire. Mais la personne a quand même essayé de refaire le même truc avec un autre, en présentant le faux numéro. Puis là, ben, les journalistes dans le dossier l'ont interpellé pour dire, hey, comment ça que tu baisses des odomètres comme ça, finalement, pour se rendre compte que, oui, je suis un fraudeur, puis je raccroche. Là, fait que malheureusement, il y en a des gens comme ça. Il y a de plus en plus de fraudes diverses. Hein, les gens sont de plus en plus créatifs pour trouver des façons malhonnêtes de faire de l'argent. Mais ça, c'en est une. On peut parler des fois de 10 000 de différence dans la valeur d'un véhicule. Là. Hey, c'est quand même 10 000 c'est de l'argent. Puis c'est pas juste 10 000 là, c'est qu'on s'installe avec notre garagiste pour essayer de dealer les meilleurs prix possibles parce que là, le véhicule, il y a de la réparation et de l'entretien à faire dessus qui est quand même lié à son vrai kilométrage. Ben oui. Puis tu sais, dans je veux dire, c'est sûr que c'est habituellement moins cher d'acheter d'un particulier que d'acheter d'un concessionnaire, par exemple. Sauf que on s'achète un paquet de choses. Tu sais, quand on achète d'un concessionnaire, puis que finalement on a un citron entre les mains, ben ils ont quand même une réputation. Hein, fait que on est capable de s'entendre souvent dans ces contextes-là versus un particulier. Lui, à part le poursuivre puis de faire des longues démonstrations devant le tribunal de la situation, ça devient compliqué. Fait que tu sais, le côté réputation d'un concessionnaire va nous aider à régler des problèmes. Le côté aussi, ben il y a une inspection qui est faite. Habituellement, on pose la question, évidemment, si le véhicule a été inspecté, mais normalement, si on l'achète d'un concessionnaire, ben ça a été inspecté. Il y a toujours les fameuses garanties de bon fonctionnement. Hein. Au niveau civil, là, il y a quand même un minimum là que si on achète d'un concessionnaire, on a une certaine garantie. Fait que si on roule avec 2 semaines un véhicule, puis qu'on a un problème, bon, on est capable de revenir puis de dire hey, ce problème-là, faut le réparer. Tu sais, donc, on a quand même certains recours comme ça qui sont plus faciles. Mais oui, on peut payer un petit peu plus cher, mais on a certaines assurances d'une certaine qualité. On a aussi une assurance aussi que le véhicule il est libre de lien, hein, parce que ça m'est arrivé souvent dans mon carrière de voir des gens qui achètent un véhicule, puis finalement, pour se rendre compte plus tard que le véhicule, il y avait des paiements dessus encore, puis il n'est pas fini d'être payé, puis que finalement, la personne, le créancier, la banque en arrière, elle ramasse le véhicule, parce que le véhicule, elle est propriétaire jusqu'à temps que le montant soit payé au complet. Donc, il y a quand même des risques à ce niveau-là, qu'il y a des façons de se protéger, qu'on va parler aujourd'hui, mais il y a des risques à acheter un véhicule comme ça sans faire de vérification. Là. En fait, tout ce qu'on dit là, ce sont des vérifications de base qu'on devrait faire lorsqu'on achète un véhicule. Premièrement, tu le prends, tu te dis, ben, oui, il est beau ton véhicule, mais j'aimerais l'amener voir mon garagiste avant de l'acheter. Deuxièmement, démontre-moi qu'il t'appartient. C'est des vérifications. Normalement, c'est des vérifications qu'on fait automatiquement. Ben, qu'on devrait faire. C'est vraiment loin d'être tout le monde qui fait ça. Quand on parle de qu'est-ce qu'on devrait vérifier, là, ben, pour vérifier qu'un véhicule est libre de lien, ça veut dire qu'il n'y a pas de créancier rattaché à ce véhicule-là, il faut sortir un RDPRM, le registre des droits personnels réels mobiliers. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce registre-là, mais c'est un registre qu'on peut sortir là, facilement avec le numéro de série d'un véhicule. Après ça, ben, on peut faire sortir l'historique du véhicule à la SAC aussi. Donc ça coûte quelques dollars. Là, je pense que c'est 15 $. On sort l'historique du véhicule, on voit les propriétaires. Puis c'est comme ça que dans l'histoire qu'on a parlé précédemment, que la personne s'est rendue compte que le kilométrage faisait pas de sens. On voyait une baisse de kilométrage à un moment donné entre 2 propriétaires à SAC. Donc ça, c'est complètement illogique. Puis la SAC n'a pas les mécanismes pour voir ça. Donc c'est un peu aberrant, mais ça demeure... ça demeure une réalité qui est de la responsabilité de l'acheteur de vérifier. On peut vérifier aussi les antécédents d'accident au niveau de Carfax. Donc ça, on est capable de sortir un rapport. C'est un véhicule accidenté qu'on a entre les mains.
parce que, évidemment, que c'est un véhicule accidenté, il y a une perte de valeur qui s'en vient avec ça, là, parce que des fois, le frame va être attaqué ou, bon, il peut y avoir différents autres problèmes que s'il y a un accident, on peut déceler. Puis, bien évidemment, les vérifications de base, là, inspecter le véhicule visuellement de jour, regarder en dessous du véhicule, regarder le bas des portes, des choses comme ça, essayer le véhicule quelques minutes au moins pour voir si ça roule bien. Fait que c'est sûr que si on fait tout ça, ben on a été diligent. Là. Mais si on fait pas tout ça, ben évidemment qu'on a des risques. Ben, les recours, là, à un moment donné, ça devient quoi? C'est-tu simplement, là, je te poursuis ou je t'envoie une lettre de mise en demeure ou on s'y prend comment pour repartir ça? Ben, il peut y avoir de ça. Souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils, s'ils réussissent à s'entendre, ça va être de dire, ben, OK, garde, t'es pas content du véhicule, on annule la transaction, puis je reprends mon véhicule, tu reprends ton argent, puis on repasse, on essaye de gérer ça avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir aussi, si ça marche pas, ben l'acheteur a des recours il peut carrément poursuivre la personne. Si on est en bas de 15 000 ben on peut aller faire une poursuite aux petites créances qui nous coûte pas très cher, parce que l'enjeu d'une poursuite, c'est évidemment que ça peut coûter très cher d'avocat. Ouais. Donc, faut que ça vaille la peine. Donc, quand on est dans des montants qui sont pas trop élevés, quelques milliers de dollars, ben on peut faire cette poursuite-là aux petites créances. Donc on paye 100 quelques dollars, puis on se présente nous-mêmes, mais il y a des délais, on n'aura pas l'argent tout de suite. Puis des fois, ben, on a acheté un véhicule, on l'a payé, exemple, 3 000 dollars, puis là on se rend compte qu'on a 2 000 dollars à mettre sur le véhicule, on n'a pas nécessairement cet argent-là. Fait que tu sais là, on s'était mis un budget de 3 000, on est rendu à 5 000, ça fonctionne plus. Fait que des fois les gens se retrouvent avec un véhicule et ils ne peuvent plus rouler. Donc là, l'argent est parti pour acheter un véhicule pour me déplacer, je peux plus me déplacer, fait que c'est là qu'il rentre des problèmes. On a beau poursuivre la personne, c'est maintenant des fois qu'on a besoin de se déplacer, puis que là on peut même pas. Fait que c'est pas juste les coûts rattachés au véhicule, c'est aussi les problèmes que ça l'amène, parce qu'il y a des gens qui là ils peuvent pas travailler à cause que leur véhicule ne fonctionne pas. Fait que c'est tout un cercle vicieux. Fait que la poursuite, c'est pas juste le problème de l'argent, c'est aussi le problème de tout ce que ça implique comme conséquence, là. OK. Ça veut dire qu'à quelque part, il faut vraiment faire attention là, lorsqu'on achète un véhicule usagé. Si c'est des fraudeurs qui nous vendent le véhicule comme tel, des gens habitués, des gens qui savent comment s'y prendre pour éviter les poursuites, on a un autre gros problème, là. Parce que ce que j'entends, ça semble être une réalité à quelque part. Ah ben oui, puis ça, c'est dans tous les domaines, dans toutes les sphères, là, des gens qui commettent de la fraude ou des gens qui mentent pour de l'argent, ça date pas d'hier, évidemment. Fait que oui, il faut être prudent. Puis malheureusement, ben les premières victimes, c'est les gens qui ont moins de connaissances, qui connaissent pas ces registres-là, ou qui font confiance tout simplement à la bonne nature humaine. Mais ça, ça peut marcher des fois, mais des fois ça fonctionne pas, là. Effectivement. Des fois, ça ne fonctionne pas. Autre sujet que j'aimerais qu'on amène, parce que c'est un sujet dont on a parlé beaucoup la semaine dernière dans l'actualité en Abitibi-Témiscamingue, puis à quelque part, qui n'est pas si loin que ça du sujet qu'on vient de parler au niveau des hypothèques ou des ventes résidentielles. Semblerait-il que beaucoup de résidences en Abitibi-Témiscamingue se vendent sans garantie légale. Oui, on parle de 77 selon un dernier rapport là, qu'on a vu qui a été commenté par les médias. 77 des ventes en Abitibi-Témiscamingue se feraient sans garantie légale. Ça, pour moi, c'est énorme. Et les personnes qui ont été interpellées à parler sur ce sujet-là, ben parlent évidemment du marché, parce que on est dans un marché de vendeurs. Donc, si on a le choix, on sait qu'on va vendre notre propriété, on sait qu'on va la vendre à bon prix. Ben si en plus on peut diminuer les risques de poursuite éventuelles s'il y a un problème sur notre maison, ben pourquoi pas? Fait que quand on a le gros bout du bâton, ben on peut négocier plus facilement. Et donc, il y a beaucoup de vendeurs, en fait, qui vont vendre sans garantie légale. Donc, ce que ça fait, c'est que ça enlève des possibilités de poursuite, si la personne, si finalement il y a des problèmes avec la maison dans le futur. C'est sûr que ça n'empêche pas que quelqu'un peut poursuivre quelqu'un d'autre parce qu'il y a eu des problèmes qui étaient très connus avec l'immeuble qui n'ont pas été déclarés. Ça demeure qu'il y a des poursuites potentielles, mais c'est plus dur à faire si on n'a pas de garantie légale sur l'immeuble. Même principe s'il y a des vices cachés. Des fois, on va se apprendre quelque chose. Fait que, il y a toujours une possibilité de faire des démonstrations que la personne a de mauvaise foi, mais l'impact d'acheter sans garantie légale, c'est certain qu'il y en a un, puis c'est certain que ça devrait faire baisser
de façon importante le prix d'achat, le prix qu'on paye pour la maison. En fait, ce que je comprends là-dedans, c'est si le vendeur veut vendre sans garantie légale, il doit s'assurer de donner toute l'information pertinente à l'acheteur. Parce que s'il oublie des détails ou s'il cache volontairement des détails, si j'ai bien compris, c'est là qu'il est dans le trouble. Qui est dans le trou, c'est toujours une question de démonstration. Hein. Fait que si prouver que quelqu'un savait quelque chose, c'est pas nécessairement toujours évident à faire. Hein. Ça dépend du problème en question. Fait que c'est sûr que d'acheter avec une garantie légale, ça nous donne une protection supplémentaire, mais il n'y a pas que ça. Un acheteur diligent sur une maison, pour un achat aussi important que ça, va aussi vouloir faire inspecter la maison. Parce que ça c'est une autre preuve que on a fait notre travail comme acheteur. Fait que si jamais on a une vente avec garantie légale, on a fait inspecter la maison, puis qu'on a un problème rapidement après l'avoir acheté, on est capable plus facilement de démontrer qu'on a fait notre travail de notre bord comme acheteur diligent. Alors que quelqu'un qui achète sans garantie légale, qui ne fait pas inspecter, puis qu'après ça, il poursuit l'ancien vendeur, là, il peut avoir l'air fou parce que là, pourquoi tu as acheté sans garantie légale si tu étais prêt à payer ce prix-là, puis pourquoi tu n'as pas fait inspecter la maison, puis tu sais, ça peut soulever des questions. C'est sûr qu'il y a quand même des bonnes raisons, des circonstances qu'une maison peut être vendue sans garantie légale. Là. Tu sais, dans le cadre d'une succession, dans le cadre de quelqu'un qui est plus âgé puis qui quitte la maison puis qui veut pas de problème pour lui ou pour ses enfants dans le futur, c'est logique de dire, regarde, moi je vais vendre sans garantie légale parce que je veux que ça termine avec moi. Là. Après ça, là, il n'y a plus d'argent. Je suis prêt à laisser de l'argent sur la table, vendre moins cher, mais je veux pas de problème. Tu sais, ça, c'est une raison qu'on peut voir. Sinon, toutes les ventes par un syndic, c'est très rare, tu sais, qu'on vend des maisons personnelles, mais ça arrive. Donc, quand on en vend, on vend sans garantie légale. Puis, les reprises de finances, c'est le même principe. Donc, il y a des raisons comme ça. Puis des maisons aussi qui ont des problèmes majeurs qu'on divulgue, des fois, on veut pas donner une garantie légale parce que le problème majeur, il est connu, il est là, puis on le sait, puis on le déclare. Fait que, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent amener ça, mais peu importe, il faut absolument faire inspecter la maison. Il y a plusieurs avantages à ça, notamment le fait que on apprend un peu comment la maison fonctionne. On peut avoir des conseils d'entretien, même sur certains aspects de la maison. Donc, c'est important. Puis juste pour prouver notre diligence, puis connaître les problèmes potentiels, ça donne quand même beaucoup d'informations. Moi, ce que j'en déduis, c'est que ça prend un professionnel à côté qui nous recommande pour vérifier tout ce qui doit être vérifié avant de faire une vente et l'inverse auprès de l'acheteur. C'est aussi vrai, là, ce que je comprends, là. Oui, puis c'est comme un peu dans tout. Hein, les gens, des fois, veulent pas payer pour avoir de l'accompagnement, que ce soit un courtier immobilier, que ce soit un notaire qui nous coach sur certains aspects juridiques, que ce soit, tu sais, les gens ne veulent pas nécessairement toujours payer pour ça. Et c'est là que, quand on connaît pas certains éléments, on peut se faire avoir. Là. Effectivement, on peut se faire jouer un tour. Pierre-Paul, c'est déjà la fin de notre segment. Encore une fois, ça va trop vite. Je vais te demander de me donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous appeler au 1-844-LACASE, peuvent nous écrire au info@commerciallacasesyndic.com, peuvent aussi nous joindre sur notre site Internet, notre Facebook ou notre LinkedIn chez Lacase et Associés. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, ce fut très instructif. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis.